C'était donc un lundi matin. J'allais pour de vrai gaiement au travail. Il devait faire beau. Je sortais du RER. Je marchais d'un bon pas à la parisienne. J'ai été arrêtée net. J'ai eu l'impression de recevoir l'idée par le haut de mon crâne. Je ne sais pas si ça se dit, mais je me suis entendue penser: et si tu ouvrais des chambres d'hôtes avec ta mère? One, two, three, four. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre? La série d'été de la petite voix, c'est parti! Quand vous écouterez cet épisode, et si vous l'écoutez à sa sortie, vous serez en plein dans le rush de la rentrée. Remettre le nez dans la to-do list, reprendre les dossiers qui n'ont pas avancé comme par magie pendant l'été, courir pour ne rien oublier des inscriptions et autres joies administratives de septembre. Bref, vous voyez le tableau. Alors, peut-être que cet épisode va arriver dans vos oreilles comme un moment suspendu, ou pourquoi pas, comme une petite graine qui peut-être germera. Fanny était une Parisienne comme les autres. Elle était ni heureuse, ni malheureuse. C'était d'ailleurs bien ça le problème. Comment tout envoyer balader quand la réalité n'est pas le bagne, mais juste bof. Une Parisienne comme les autres, jusqu'au jour où une idée un peu folle s'invite dans ses pensées. Et si je plaquais tout pour aller ouvrir une chambre d'hôte à la campagne? L'idée est certes folle, mais elle est surtout beaucoup trop tentante. En l'espace de quelques semaines, Fanny se lance dans l'inconnu. La vie étant bien faite, encore plus quand on écoute sa petite voix, tout va se mettre en place avec une simplicité déconcertante. Bienvenue dans un épisode enthousiasmant et plein de douce audace. Avec Fanny, nous allons parler d'un appartement qu'elle venait juste d'acheter, d'un deuil pas encore tout à fait terminé et d'une maison coup de cœur. Bonjour Fanny, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, et merci de me recevoir. Pour commencer, est-ce que, pour qu'on s'immerge dans cette conversation avec toi, tu peux nous décrire un petit peu l'endroit où tu es et où tu te trouves? Alors là, tout de suite, je suis dans la chambre des lutins, dans une vieille maison du XVIe siècle, faite tout en bois et en pierre. Je suis en Haute-Vienne, pas loin de Limoges. On va en reparler de cette maison parce c'est un des personnages de notre histoire d'aujourd'hui. Mais enfin, il y a encore quelques mois, quelques années, tu étais très loin de cette campagne-là puisque tu vivais une vie très parisienne. Je crois comprendre pendant plus d'une vingtaine d'années. À quoi ça ressemblait cette vie d'avant? Ça ressemblait pas du tout à celle d'aujourd'hui. C'était la vraie vie avec le vrai cliché métro boulot dodo. Les premières années, parce que j'y ai vécu 22 ans, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête. Et puis j'ai vieilli et puis je suis devenue casanière et finalement j'allais travailler, je prenais les transports en commun, je pestais contre les gens et les vélos et la météo et c'était assez speed, assez renfrogné comme ambiance et c'était pas si épanouissant que ça. Après c'était un choix de ma part. Très jeune, j'ai voulu vivre à la ville. Je me suis retrouvée à Paris par un truchement, encore une fois, qui m'a amenée à Paris à 18 ans. J'étais ravie. Je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vécu dans le béton, dans les voitures, au milieu des bruits. Et moi, j'ai grandi à la campagne, dans une petite ville en Gironde. Donc, je suis plutôt, oui, je suis une provinciale, comme la majorité des Parisiens, en fait. Hein. Et les 10 dernières années, je travaillais dans le cinéma.
on louait des salles de montage et je m'occupais d'accueillir tout ce beau monde, parce que c'était plutôt du beau monde pour plusieurs semaines ou plusieurs mois de montage. Et ça, c'était plutôt gratifiant en fait. Je travaillais dans un cadre super chouette avec des gens adorables. Donc, je me plaignais pas parce que j'avais une place en or, je pense. Au bout de, je sais pas, un an, j'étais rodée, quoi. Je savais comment faire un devis, comment gérer un planning enfin, j'ai bien sûr progressé sur 10 ans. Mais très vite, j'avais fini mon boulot. Donc, je pouvais passer quelques heures à me dire, bon, voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je m'imaginais d'autres vies. Alors, je me suis imaginée éleveuse de chiens. J'ai fait une formation en ligne. Ça m'occupait, en fait, à côté. Je me suis imaginée, ça, j'ai pas vraiment fermé la porte, magnétiseuse, rien à voir avec le reste. Donc voilà, je cherchais comment me réinventer. Je le faisais pas. Enfin, je le faisais pas complètement. Je le faisais en dilettante. Je le faisais pour m'occuper. Parce que j'adore apprendre. Je suis très curieuse, donc ça me permettait d'acheter encore plein de livres et puis de me plonger dedans. C'était une bonne excuse. Sûr que je pouvais pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui font vraiment des boulots hyper fatigants physiquement, moralement. Bon moi j'étais quand même bien lotie. C'était un peu une planque en fait. J'étais pas assez sollicitée. J'avais besoin d'être un peu plus challengée. Et la vie perso, ça se passait comment? Alors si on entend par perso, moi avec moi-même ça allait. Si on entend plus sentimental, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. Donc là c'est un échec, hein, je crois qu'on peut le dire. J'ai quitté quelqu'un d'affreux, donc ça m'a permis de me découvrir et de me rendre compte que ma compagnie me suffisait en fait, que ça allait bien se passer. Et puis après, j'étais seule et puis on voit les autres autour se mettre en couple, être amoureux et avoir des projets d'enfants. Et puis moi j'étais avec mon chat. J'ai eu des histoires qui n'en étaient pas. Je suis tombée amoureuse, jamais personne qui tombait amoureux de moi. Donc là je répète quelque chose, je ne sais pas où est le nœud, mais je le répète. Du coup, c'est assez rassurant, c'est comment ça va se finir, mais ça fait quand même mal. Et donc là, à cette époque là dont on est en train de parler, à ce moment-là précis où ta petite voix va venir te bousculer, est-ce que tu es dans une situation comme ça de couple impossible? Oui, enfin de non-couple, d'envie de couple, mais qui est impossible, effectivement. Et je crois quand même, avant qu'on en vienne à ce jour particulier, un autre élément quand même qu'il faut mettre dans la balance, tu me l'as dit, c'est qu'en fait, ton papa était décédé peu de temps auparavant. Ça a été vraiment un tsunami dans ta vie, quoi. Et oui, il est tombé malade l'année du confinement. Ils ont déménagé, mes parents. Ils ont pris une nouvelle maison, une super jolie maison. Et dans la foulée, mon père a commencé à avoir des grosses douleurs. Ça a été en s'amplifiant, enfin, c'est devenu invivable pour lui, il souffrait terriblement. Ça a mis très longtemps avant qu'il comprenne de quoi y retourner, mais peut-être 8 mois avant qu'il découvre que c'était un lymphome. Donc pendant 8 mois, il a souffert, en fait, le martyr, avec ma mère impuissante. Moi, j'étais à Paris, je faisais des allers-retours, mais c'était devenu même, c'est terrible à dire, mais compliqué d'aller le voir parce qu'il c'était plus le même homme. La souffrance le transformait, en fait. Et puis, donc 2020, début 2020, cancer, donc lymphome. Et puis, ça s'est très bien passé, le traitement. Bon, il a souffert comme toutes les personnes sous chimio. Puis, ouais, il a passé un an en rémission, un an sans rien. Il a perdu donc son meilleur ami entre-temps. Et l'été, l'année suivante, donc 2021, il a commencé à ressouffrir alors que ses examens indiquaient qu'il n'avait plus rien. Et puis, c'était le début de la fin, en fait. Ce qu'on ne savait pas, que mon père savait, mais qu'il avait gardé pour lui, pour ne pas qu'on vive avec cette épée de Damoclès, c'était que son lymphome pouvait revenir et reviendrait au cerveau. Et en fait, il a vécu avec ça pendant un an. Donc nous, on n'arrêtait pas de se réjouir, mais genre, t'es en rémission, pourquoi tu fais pas plus la fête? Et lui, il était content, mais on sentait que il était préoccupé. Forcément, il était préoccupé parce que ses médecins lui avaient dit si ça revient, ça fera pas de cadeau, quoi. Il est tombé malade, rémission, redouleur, et là, c'était au cerveau, et il n'y a même pas eu de deuxième rémission parce qu'il est décédé. Ça a été très vite parce que juste avant Noël, ils l'ont fait rentrer à l'hôpital parce qu'il commençait il y voyait plus très bien déjà, enfin pour pas dire plus. Il tombait. Il est décédé le 2 janvier 2022. Puis on a vécu des choses très très fortes la veille de son départ. Il était dans le coma déjà donc depuis 10 jours. Et ce jour-là, il était très agité.
Et au moment où ma mère s'approche de son mari pour lui dire tout l'amour qu'elle a pour lui, il a commencé à avoir le menton qui tremblait. En fait, il avait le visage prêt à pleurer. Je me suis tournée vers l'infirmière qui était, je pense, aussi livide que moi. Et là, elle a dit en regardant mon père, mais là, il a compris, il vous entend, il pleure. Et il est parti le lendemain. Donc, c'est pas que j'aime pas en parler, j'ai l'impression je pense que tellement de gens traversent ça que c'est dur. Je sais pas comment la comble, cette immensité. Donc si je reviens à ce contexte-là de ta vie parisienne à ce moment-là, bon, on sent quand même qu'il y a des fragilités, des ras-le-bol aussi d'un côté, sur ta vie pro, amoureuse. Tout ça est réuni pour qu'un matin, tu vas nous le raconter. Le 17 juillet 2023. Et ben, c'était donc un lundi matin. J'allais pour de vrai gaiement au travail, il devait faire beau. Je sortais du RER, je marchais d'un bon pas à la parisienne. J'ai été arrêtée net. J'ai eu l'impression de recevoir l'idée par le haut de mon crâne. Je ne sais pas si ça se dit, mais je me suis entendue penser, et si tu ouvrais des chambres d'hôtes avec ta mère? Donc là, stop, je me suis arrêtée en plein milieu du trottoir et je me suis dit que c'était complètement débile, que j'allais pas aller vivre avec ma mère, parce que quand même j'avais 40 ans. Mon petit mental s'est dit, mais tu viens d'acheter un appartement, comment, t'as un CDI, tu vas pas tout quitter. Et puis finalement, tout ce qu'on vient de se dire là, ma vie, qui est, oui, elle est bof pour certains moments, mais c'est pas non plus l'enfer. Je veux dire, elle pourrait continuer comme ça. Il y a plein de gens qui continuent. Donc, je me suis arrêtée, j'ai écouté toutes ces phrases un peu assassines de mon mental pour me convaincre d'oublier cette idée folle. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis demandé ce que ça me faisait physiquement dans mon corps. Et je me suis dit, qu'est-ce que je ressens là quand j'imagine faire des chambres d'hôtes avec ma mère? C'était une évidence. J'avais là au creux du plexus la joie qui pétillait, mais vraiment. Je n'avais jamais ressenti de la joie pétiller comme ça chez moi, dans mon corps. Et ça m'a tellement étonnée que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'écoute. Je lis beaucoup de livres qui racontent à quel point il est important d'écouter son corps. Alors moi, je l'ai entendu plein de fois dans ma vie, mais je ne l'ai pas écouté. Donc il était temps que là, je l'écoute. C'est ta chance, saisis-la. Tu l'as entendu ton corps là, tu l'as entendu et tu l'as écouté. C'est le moment. Tu peux le laisser passer, mais ce serait vraiment dommage de ne pas voir ce que ça donne. Justement, pour un peu comme une expérience. Ah, tous ces auteurs me disent que si j'écoute mon corps, il va se passer des choses formidables. Ok, eh ben, je vais l'écouter. Tu fais quoi là, à l'instant T, avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu pars pas dans l'autre sens et tu rentres chez toi, non? Non, je repars au bureau, je reprends ma route, vraiment gaiement, encore plus gaiement et en rigolant, je crois. Je suis du genre à chanter un peu dans la rue quand j'écoute des trucs ou à ricaner si quelque chose me fait rire. Donc je pense que j'ai ri. J'ai dû me dire, eh ben je vais peut-être l'écouter. Ouais, je vais l'écouter. Je pense que j'ai laissé passer 2 jours juste pour voir si ça tenait la route, cette joie. Et 2 jours après, j'ai envoyé un mail à ma mère intitulé Assieds-toi bien. Et puis là, je lui ai exposé ce que je viens de te raconter. Et puis, elle m'a répondu, puis je l'ai appelée en suivant, mais t'es sûre, mais tu viens d'acheter un appartement, mais parce que moi, bien sûr, ça me rend folle de joie, parce qu'il n'y a plus ton père et que je suis seule, et que l'idée, c'était pas que je rêvais de revivre avec ma mère, même si on s'entend bien. Mais je me disais, bah, moi, je suis seule et finalement, rien ne me retient. Et elle est seule et très malheureuse. Peut-être qu'on peut peut-être réunir nos 2 solitudes pour en faire quelque chose de plus chouette. Mais est-ce que cette idée de chambre d'hôte t'avait déjà traversé l'esprit au milieu de devenir magnétiseuse et élever des chiens? Alors, il y a très, 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 très longtemps, j'étais tombée amoureuse d'un village en Dordogne qui s'appelle Brantôme, mais vraiment amoureuse. Je n'explique pas. Et je m'étais imaginée peut-être faire quelque chose dans ce goût-là. Donc, je pense que c'est une graine qui avait été plantée, mais qui n'avait pas germé plus que ça. Il a fallu vraiment beaucoup d'années, beaucoup de larmes peut-être pour la faire pousser. Ok, donc assez vite finalement, c'est hyper drôle comme toutes les réticences et de ton côté et du côté de ta maman, tout ça est vite balayé. Alors comment on va passer de cette idée-là sur notre trottoir près du RER à la chambre des lutins où tu es au moment où on se parle?
Eh ben là, pareil, ça va être très, très rapide. Ben, les gens, on va pas se mentir, ayant acheté un appartement au mois de mai, j'ai pas d'argent. Donc, il va falloir que ma mère vende sa maison pour nous en racheter une. Ça fait très enfant gâté, capricieux. Mais elle a donc, je sais pas, peut-être 3 semaines après, rappelé la copine agent immobilier qui lui avait vendu la maison et lui a dit, bah, faut que tu me la revendes. Donc, mi-août, la maison était vendue. Donc, ça va très vite. Moi, pendant ce temps-là, je regardais, comme j'avais du temps libre au bureau, toutes les annonces qu'il pouvait y avoir en Dordogne. On allait le savoir quelques heures après. Et je suis tombée sur une annonce. J'ai eu un énorme coup de cœur pour une maison. Alors, la façade était magnifique, mais l'entrée, tout en pierre. J'avais vu maison de maître du XVIe siècle. Et là, avec ces pierres toutes cabossées, toutes lisses, je me suis dit, depuis 1500 et quelques, il y a des gens qui marchent, qui vivent, qui pleurent, qui rient, qui ont traversé plein de choses. Enfin, ça m'a émue. Mais ça m'a émue aux larmes, juste la photo. C'était celle-ci. Alors, elle était pas en Dordogne, mais en Haute-Vienne. Elle était trop chère. Mais c'était celle-ci. Il s'est passé combien de temps entre le 17 juillet et ce jour-là? Un mois, je pense. Tout était aligné. Tout ce qu'on entreprenait, tout se passait, les étoiles, les planètes, je ne sais pas. L'univers était certainement d'accord avec cette idée folle que j'ai eue sur un trottoir parisien, parce que il y avait aucun obstacle en fait. Il n'y avait pas de peur. Alors des petites appréhensions pour elle, quitter, déménager, la fatigue que ça va générer, etc. Mais la joie était tellement forte que ça donnait de l'énergie. Et puis moi de mon côté, pas de peur, certainement beaucoup de tristesse que tout n'ait pas fonctionné comme je l'aurais voulu. Et en même temps, une résignation, en fait. Alors, je la connais pas par cœur, cette phrase, et pourtant, je l'aime beaucoup. C'est Einstein qui disait que la folie, ça se résume à croire que les choses vont changer en faisant toujours la même chose. Et moi, je la prends différemment, cette phrase. Je me dis, voilà, si je veux que les choses changent, il faut que je génère un changement. Il faut qu'il y ait un mouvement qui vienne un pas dans le temps, c'est un virage. Et j'ai vraiment eu le sentiment que je l'ai fait l'été dernier. Il fallait, j'avais pas le choix en fait. Sinon, je pouvais rester dans ma vie qui était pas si mal, mais j'allais mourir dans cette vie pas si mal. C'est fou comme tout d'un coup, en fait, en ayant appuyé sur ce bouton-là, tout s'ouvre à vous. Tu nous dis que la maison est à un prix qui est bien au-delà de votre budget. Bon, alors à quel moment tout ça se met en place? Donne-nous tes bons conseils, ça nous intéresse. Alors, moi, je pense que j'ai une bonne étoile. Je pense que j'ai un capital sympathie qu'on a visité fin août. Alors, ma mère s'appelle Elisabeth. On a voulu être accompagnée de sa copine agent immobilier. Elle s'appelle Elisabeth. On est arrivé au rendez-vous, donc dans la maison, et l'agent immobilier qui nous faisait visiter s'appelait Elisabeth. Anglaise, mais c'était une Elisabeth, c'était hyper drôle. Et donc, bon, on a visité, donc nous, avec les yeux qui... Elle est magnifique, cette maison. T'as ressenti quoi quand t'as posé les pieds sur cette maison pour laquelle t'as eu un coup de cœur en photo? Des frissons, tout le corps. De joie, certainement. Est-ce qu'il y avait ce truc de, ça y est, je suis chez moi? Complètement. On était juste en train de faire la visite. On savait très bien que le prix, c'était pas ce qu'il fallait, mais j'étais pas inquiète. Donc, on a fait notre tour. Et puis là, on a été très, très sincère et transparente. On a dit à Elisabeth, nous, elle nous plaît, mais on n'a pas l'argent. Voilà, nous, on va vendre notre maison tant. On attend. Frais de notaire inclus. Voilà, on n'aura pas plus. On n'a pas d'argent de côté. Et puis, elle est repartie avec ses infos. Je me dis que ça va passer, mais j'ai hâte d'avoir la confirmation parce qu'on attend. Que moi, j'ai ce tempérament-là, mais pas ma mère. Donc, ma mère, elle, va beaucoup plus s'angoisser, se stresser, et qu'il faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça prend trop d'énergie à essayer de la rassurer. Et puis, le lendemain, j'étais dans le train, je rentrais à Paris, et elle m'envoyait un message pour me dire que c'était nous qui avions la maison. Et qu'elle avait baissé exactement comme on voulait. J'ai fait peur à tout le monde dans le train parce que j'ai dû sauter de joie, littéralement. 2 mois avant, il n'était pas question de tout ça. Et là, 2 mois après, tu te retrouves très bientôt copropriétaire d'une demeure en Haute-Vienne. Mais il y a un moment, il faut du coup quitter la vie parisienne aussi. Il faut démissionner, etc. Ça se passe comment tout ça? Je leur ai dit que je partais.
Alors je leur ai dit avant d'avoir visité la maison. Bon, on n'était pas très nombreux, donc j'ai pas eu besoin de le dire à 15 personnes, mais j'ai dit on va dire, c'était pas ma chef, mais on va dire le bras droit de mon patron, elle était ravie pour moi. Donc ça commence bien. Mon patron était très triste, je pense. Il a vraiment accusé le coup. Il était ravi parce qu'il adore les gens qui ont des projets et qui font des choses comme ça sur des coups de tête parce que c'est complètement le genre. Donc ça lui a plu. Mes collègues, j'avais 2 collègues, j'en ai un qui m'a complètement soutenue, les 2 m'ont complètement soutenue. Donc ça s'est plutôt bien passé. Donc, ça y est, c'est acté vis-à-vis de ton boulot. Comment ton entourage amical, social, qu'est-ce que les gens te disent quand tu leur racontes ça? C'est la séquence émotion. J'ai pas énormément de gens autour de moi, à part les gens à mon boulot. J'ai peu d'amis, donc ceux à qui je le dis sont plutôt ravis en fait. Ils connaissent ma situation, ils doivent se dire faut qu'elle fasse quelque chose de différent. Je pense que certains ont dû être un peu dubitatifs, mais bon, de toute façon moi j'étais tellement sûre de moi que les gens qui doutent, ça aurait tendance encore plus à me renforcer mon idée que ça va tellement marcher en fait. Puisqu'on parle de ça, est-ce que justement tu en as eu des doutes dans tout le process? Ou tu vois un matin où tu te réveilles un peu moins bien, tu dis non mais c'est complètement fou ce que je suis en train de faire là. En vrai, non. Pour le coup, des doutes, j'en ai eu plein dans ma vie, mais sur cette idée, non. J'ai dû me dire, un tel va me manquer ou est-ce que ça va pas me manquer? Mais en fait, j'étais animée par si tu veux que ça change, il faut que tu le fasses. Il faut que tu bouges, il faut que tu le crées le changement. À quel moment tu arrives avec tes bagages? Eh ben, il y a tout petit peu plus de 6 mois, fin novembre, j'ai quitté mon boulot le 24 novembre. Je pense qu'après le décès de mon père, qui est finalement hors catégorie, c'était certainement une des choses les plus dures que j'ai eu à vivre. C'était affreux, tellement j'ai pleuré. Je pense que c'était, t'as pas réussi à cocher les cases que je pensais avoir coché à 40 ans. Avoir quelqu'un dans ma vie, avoir des enfants, avoir peut-être, je sais pas, plein d'amis que j'aurais vus le week-end. À la fin, j'étais quand même assez. J'étais pas seule au monde parce que j'avais des amis. Si les amis écoutent, ils vont se dire ah et nous alors. Mais ils se comptent sur les doigts de la main en fait. Donc quand tu arrives à la maison avec tes cartons là, tu es dans cet état d'ambiguïté, j'ai l'impression un peu à la fois d'un côté de la tristesse de ces renoncements et puis en même temps toute la joie qu'on imagine de pouvoir démarrer ça. Alors, j'arrive pas directement dans la nouvelle maison parce que il y avait un timing à respecter. Donc moi, donc j'ai quitté le travail le 24 novembre. Le 25, j'arrivais chez ma mère en Dordogne avec mes chats et mes affaires. Et puis on est parti mi-décembre pour la nouvelle maison. Donc il y a eu un petit sas de 2-3 semaines, enfin 2-3 semaines d'ailleurs, où j'ai fait des cartons pour ma mère. On a continué à organiser la suite. Et ça m'a permis d'avancer en fait, de pas m'asseoir et de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de quitter ça, de quitter un tel, de faire j'ai été occupée. Si j'avais eu du temps pour ne faire rien d'autre que penser, peut-être que là j'aurais commencé à tirer les mauvais fils et à me dire est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi? Est-ce que j'étais certaine de ce que je faisais et je n'ai aucun doute encore aujourd'hui, c'était une excellente idée. J'ai eu une excellente idée, ou on m'a donné une excellente idée, mais ça aurait été dommage, quoi. Bah du coup, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Parce que Non, non, parce qu'elle est parfaite, cette maison. donc vous arrivez, vous posez les valises, vous mettez les affaires dans les meubles. À peu de choses près, c'est ça. Et puis commencer à réfléchir, parce que c'est donc pour ouvrir des chambres d'hôtes, la déco, ça prend beaucoup de temps. Créer l'auto-entreprise, ça m'a pris un temps infini, parce que rien n'est simple, en fait, avec l'administration. Et donc ça m'a bien stressée, parce que je suis quelqu'un qui aime bien que les choses soient très bien faites, et je voulais surtout pas être dans l'illégalité d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai oublié de cocher une case ou quoi que ce soit. Voilà, on fait un site, on fait des photos, on fait en sorte d'être en règle pour l'administration, on achète des couettes et des oreillers, des draps. On passe notre temps en fait à essayer d'améliorer, à perfectionner, et on va acheter telle sorte de serviettes de toilette qui sont quand même vachement mieux que celles-ci.
On s'attarde sur des détails qui n'en sont pas parce qu'au final, ça va faire partie de la qualité qu'on va proposer aux gens. Donc, vous n'avez pas encore reçu vos premiers clients? Là, ça y est. Oh, alors raconte-moi, c'était quand ça? C'était mi-mai et on est rentré dans le grand bain avec 8 personnes pendant 4 soirs. On était vraiment dans l'action, mais ils étaient tellement gentils, tellement. Les premiers clients rêvaient. Ils étaient adorables. On s'est très bien entendus, ce qui fait que quand ils sont partis après 4 nuits, on avait un petit pincement au cœur. C'était assez touchant. On a servi notre premier dîner et notre premier petit déjeuner. Déjà le lendemain, je me disais, ça y est, on est chambre d'hôte. Mais il a fallu, voilà, continuer à préparer des repas, préparer des belles tables, etc. Et quand ils sont repartis, il y avait pas mal de fatigue, mais une vraie joie, là encore. On l'a fait et on l'a hyper bien fait. En plus, vraiment, on a hyper bien géré. Donc, ça y est, vous êtes pleinement dans cette activité-là. Tu te sens comment? Parce que finalement, tout ça est quand même très, très nouveau aussi. Oui. Alors, après, j'accueillais des gens dans mon précédent boulot. C'était des salles de montage et pas des chambres. Finalement, accueillir des gens, ça me connaît. Je pense que ça sera ça avec chaque client. On a l'appréhension. Est-ce qu'ils vont bien dormir? Est-ce qu'ils vont pas avoir froid? Pas avoir chaud? Est-ce que ce qu'on leur donne à manger, ça leur plaît? Parce qu'on fait pas de la grande cuisine. On fait au mieux. Mais les goûts, les couleurs, donc je pense qu'il y aura toujours un petit stress. Mais il y a une vraie fierté. On l'a fait. On le fait, en fait. Il y a quand même aussi le point de vivre avec ta maman dans ce village, etc. Ça se passe comment? Alors, ça se passe bien. C'était pas évident les premiers temps. Pas parce que c'était gros chamboulement pour toutes les deux, finalement. Et il fallait prendre nos marques et on a chacune notre petit caractère. Donc, il y a eu des petites frictions. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Puis, je me mets beaucoup, beaucoup la pression. Pas parce que je veux que tout soit parfait. Je veux que la maison soit hyper accueillante. Je veux que ma mère soit hyper bien. Je veux que les animaux qu'on a ici soient bien et soient contents et soient heureux. Et ça, c'est un tempérament, en fait. Et toi, est-ce que tu te mets de la pression pour être heureuse, toi? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Eh ben, si tout va bien, je vais bien. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure en filigrane, mais j'aimerais qu'on revienne dessus. Tu as comme été guidée quand même dans tout ça, en se le disant en off tout à l'heure. Ton papa, il est plus là, mais en fait, il est très là. Il est très là parce que une maison comme ça, il en rêvait. Il aurait adoré avoir une maison de maître avec une telle façade et des poutres partout. Quand on a visité, on visitait la grange, donc il y avait plusieurs ateliers avec plusieurs machines, d'outils, etc. Donc déjà, on se disait, oh là là, il aurait adoré ça, il aurait aimé. Et puis, on change de pièce, et là, il y avait des clubs de golf. Alors, mon père n'était pas golfeur, mais il a travaillé pour des golfs pendant plusieurs années dans sa vie. Ça a été un petit signe, quoi. Et ce n'est que des petites choses comme ça, en fait, où on se dit, il a aidé, c'est pas possible autrement, en fait, pour qu'on l'ait, cette maison. Et puis, c'est exactement la maison qu'il aurait voulu. Et alors, peut-être qu'on se berce d'illusions et que ça nous fait plaisir. Et si c'est le cas, tant mieux. Et puis, peut-être qu'il est vraiment là, qu'on ne le voit pas parce qu'on n'a pas de capacité médiumnique développée. Et puis, tant mieux aussi. Qu'est-ce que tu dirais à la Fanny d'il y a 1 an? Je lui dirais de laisser tomber, d'arrêter de vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés. Arrête d'insister. Pense à toi. Parce que là, je me suis fait passer en premier quand même. Passer ma mère, mais je me suis fait passer avec. Quelle grande leçon tu retiens de tout ce que tu as vécu là, cette dernière année? Et que je suis capable. Je vais même pas la poursuivre, cette phrase. Je suis capable. Tu dirais quoi à quelqu'un qui ne se sent pas capable aujourd'hui? Je leur dirais certainement déjà quelque chose d'assez bateau, mais si j'ai pu le faire, vraiment, vous pouvez le faire. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire du tout. Je me rends compte que ça donne l'impression de sauter dans le vide sans savoir où on va atterrir. Mais j'ai le vertige, moi. Et je l'ai fait. De ne pas avoir peur de la vie, en fait. Et de s'autoriser à laisser la vie, justement, s'épanouir. Que là, ils sont étriqués et que c'est dommage. Mais je pense que je les jugerai pas, puisque j'ai été eux. Puis que si ça se trouve, je vais redevenir eux dans quelques temps parce que je vais retrouver une petite routine. Puis à un moment donné, je vais me rendre compte que non, enfin, j'en sais rien. Là, j'en suis pas là pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta petite voix, pendant notre entretien, Fanny?
que c'est juste, que j'avais le droit de raconter ça, dans le sens, je suis pas plus qu'une autre, mais je suis pas moins non plus. Absolument, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu as toute ta place dans cette série parce que je trouve que tu incarnes extraordinairement la manière dont un jour on peut écouter sa petite voix et oser et puis se découvrir capable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va me rester, moi, de notre échange. C'est qu'en fait, on est tous capables et c'est magnifique le jour où on s'en rend compte. J'espère qu'on ne peut pas l'oublier. Je vais essayer de pas l'oublier. Je te le souhaite et puis je te souhaite plein de belles choses dans cette nouvelle vie là qui ne fait que commencer. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Arlénie. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de la petite voix, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt! Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside?